Nous allons passer maintenant au docteur Sifflet. Avec le docteur Sifflet, qu'on va vous laisser vous installer. Merci, on l'accueille avec quelques applaudissements, ça aide. Voilà. Donc avec vous, nous allons parler stratégie de prévention en médecine du travail sur le secteur privé et public. C'est ça? C'est bon, il est ouvert. Oui, c'est bien ça. Donc, je suis docteur Sifflet, médecin du travail au CIFCC. Et donc, je vais vous présenter un sujet qui concerne essentiellement la fonction publique. Mais je vais sortir déjà mon PowerPoint. Voilà. Oula. Je crois que je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Ah, c'est en bas. Voilà. Désolée, hein, je suis un petit poussin, comme je disais tout à l'heure. Alors, ce que je voulais, c'était avoir seulement la partie ici. Voilà. Bon, ça ne marche pas plus que ça. Donc Ah, ça marche? D'accord. Ok, très bien. Ok. Ça marchera comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Donc, comme je vous disais, il y a un plan santé au travail aussi de la fonction publique qui prévoit 5 axes majeurs dans la prévention primaire, la prévention de la désinsertion professionnelle et le développement d'un réseau d'acteurs de la prévention. Et donc, nous allons nous intéresser à ce dernier axe, notamment l'objectif 14. Il s'agit pour l'administration de garantir l'accès des employeurs et des agents à une offre de prévention pluridisciplinaire, notamment en renforçant la médecine de prévention et son action. Nous allons donc réfléchir à comment on va pouvoir faire pour ces fonctions publiques, de pouvoir accéder justement à ces services, à ce service de suivi individuel des agents dans le cadre justement d'une prévention individualisée. Or, parce que depuis plusieurs années, en fait, on constate une diminution du nombre de médecins du travail qui touchent aussi les fonctions publiques. Et donc, afin de pallier à ce manque, les fonctions publiques font appel par convention au service de prévention en santé au travail. Et cependant, il existe des différences réglementaires qui sont importantes dans le suivi individuel entre les 3 fonctions publiques et le secteur privé. Alors, des règles différentes, ce sont des règles statutaires pour chacune des 3 fonctions publiques. La fonction publique territoriale a un décret, le décret du 10 juin 1985, qui a été modifié récemment, le 13 avril 2022, pour y introduire l'idée de pluridisciplinarité dans les équipes de santé au travail, et avance l'idée de médecin du travail et pas de médecin de prévention. La fonction publique d'État, dans un décret du 28 mai 1982, qui a été modifié pendant la crise sanitaire, ajoute aussi cette notion. La fonction publique hospitalière, elle, est régie par un décret du 16 août 1985 qui a été modifié en 2015 avec des ajouts du Code du travail dans sa partie 4, livre 6. Alors donc, c'est bon. Alors, il y a des règles identiques qui sont les dispositions de la partie 4 du Code du travail auxquelles l'employeur public aussi doit être soumis. Il est responsable de la santé et de la sécurité au travail de ses salariés ou agents, selon les articles L41, 21, 1 et suivants du Code du travail, ce qui signifie que l'employeur public doit prendre des mesures adaptées pour veiller à la sécurité et à la santé des agents. Ce qui signifie aussi qu'il est soumis au même dispositif de la partie 4 du Code du travail qui traite des principes généraux et de la démarche de prévention, ainsi que des prescriptions particulières aux différents risques professionnels qui sont faites. Donc, par contre, il n'est pas soumis pour les fonctions publiques d'État et fonctions publiques territoriales au livre 6 de la partie 4 qui parle du document de fin de visite. Ce document de fin de visite, c'est la fameuse fiche
d'aptitude ou d'inaptitude auxquelles ces deux fonctions ne sont pas soumises. Alors, il devient donc nécessaire de faire le point pour que le suivi de ces travailleurs soit le plus possible en adéquation avec la théorie de ces règles statutaires. Alors déjà, je vais parler de la classification des travailleurs. Donc nous avons d'un côté des agents de la fonction publique qui dépendent du droit public et de l'autre côté du secteur privé, des salariés. Donc ce sont deux classifications différentes, ce qui entraîne une implication dans leur surveillance. Alors nous avons affaire à des fonctionnaires qui sont nommés dans un emploi permanent, titulaires d'un grade, mais pas d'un poste. Ils peuvent être titulaires, stagiaires. Il y a aussi des agents non fonctionnaires qui sont des contractuels de droit public en CDD ou en CDI. Donc tous ces personnels-là, en fait, n'ont pas de notion. Il n'y a pas de notion de suspension du contrat de travail pour l'ensemble de ces travailleurs. Lorsqu'ils sont en arrêt, ils sont toujours dans une fonction. Ça a une très grande importance de connaître ces caractéristiques pour le médecin du travail du privé, parce qu'il va devoir, je me suis trompée, excusez-moi, il va devoir chercher à connaître la nature du poste du travail. Étant donné que nous avons des fonctionnaires à un grade, à une fonction, ils peuvent occuper un poste à l'intérieur de cette fonction. Donc, il nous faut, nous, en tant que médecins du travail, connaître le poste. Donc, il nous faut avoir la nature des tâches, l'environnement du travail à l'intérieur de ce poste pour déterminer la compatibilité de l'agent à son poste de travail. Alors, maintenant, nous allons faire un petit peu un point sur ce qu'est un médecin agréé ou statutaire par rapport à un médecin du travail, parce que c'est justement ce médecin-là, le médecin agréé, qui, lui, vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public. Et donc, ce n'est pas du tout le rôle du médecin du travail de vérifier cette aptitude. Lui, le médecin du travail, vérifie la compatibilité des conditions de travail et du poste de travail avec l'état de santé de l'agent. D'où encore l'importance d'obtenir ces fameuses fiches de poste avec l'ensemble des tâches accomplies par l'agent à son poste. Le médecin du travail peut formuler un avis auprès du conseil médical. Alors, le conseil médical, c'était avant l'anciennement le comité de réforme et le comité de médical qui ont été refondus en un conseil médical. Et le médecin du travail va pouvoir formuler un avis auprès du conseil sous la forme d'un rapport médical à la demande de l'administration qui sera remis sous pli confidentiel à l'agent qui devra ensuite, bien entendu, en connaître le contenu. Ce rapport fournira au conseil médical des indications sur les conditions de travail, encore une fois, d'où l'importance d'avoir la fiche de poste, et les préconisations d'aménagement à envisager ou voire de reclassement. Ah, ça y est, je me débrouille un peu mieux. Je le sens. Alors, donc, maintenant, on va faire un petit peu un point sur les visites pour les agents des 3 fonctions publiques. Alors, en parlant des particularités en lien avec les arrêtés qui concernent ces 3 fonctions publiques, la visite de prise de poste n'est pas obligatoire dans les fonctions publiques d'État et fonctions publiques territoriales. Par contre, elle l'est dans la fonction publique hospitalière. Les visites médicales après absence de l'agent ne sont pas obligatoires non plus, excepté après CLM, CLD ou après 12 mois de congé maladie ordinaire. Et l'administration, à cette occasion, peut demander un rapport pour le conseil médical, exception faite de la fonction publique hospitalière. La fiche d'aptitude, elle, n'existe pas, comme on l'a vu précédemment, puisque ça relève du médecin agréé ou du médecin statutaire, et ça concerne une fonction, pas le poste. Par contre, lors des visites, il y a une attestation de suivi qui est remise tous les 2 ans dans la fonction publique territoriale, tous les 5 ans dans la fonction publique d'État, et dans la fonction publique hospitalière, on a encore une différence puisque c'est obligatoire tous les 2 ans. Alors, donc il n'y a pas d'inaptitude au poste de travail prononcée par le médecin du travail.
La possibilité d'intervenir avec une équipe pluridisciplinaire est proposée et possible avec la fonction publique territoriale et avec la fonction publique d'État. Et c'est possible sous convention uniquement avec la fonction publique hospitalière. On va parler de la convention après. Il existe bien sûr une surveillance médicale spéciale pour ces fonctions publiques qui peuvent s'intituler surveillance médicale renforcée ou surveillance médicale particulière pour des risques qui sont spécifiques, qui sont définis par l'employeur, mais qui sont aussi dans les textes. Alors la convention, effectivement, qui doit être signée entre le service de prévention en santé au travail et les fonctions publiques, c'est ce qui régule en fait cette relation. Et dans cette convention, on va parler du suivi des agents. On va essayer le plus possible de coller avec ce qui se passe dans le privé. Donc ça sera à discuter lors de cette convention avec le service de santé au travail, service de prévention et de santé au travail. Il n'y a pas de visite d'aptitude, pas de visite de contrôle réalisée par le médecin du travail. Il faut savoir que ces visites peuvent être réalisées par un professionnel de santé, une infirmière de santé au travail, un médecin collaborateur dans le cadre d'un protocole écrit rédigé par le médecin du travail et qui devra être obligatoirement figuré pour le cadre de la fonction publique hospitalière. Il est possible d'y introduire des visites de préparation à la reprise pour les arrêts de plus de 90 jours, visites demandées à la demande de l'agent ou du médecin du traitant, et des visites de reprise. Voilà, écoutez, c'est la fin de mon diaporama. Si vous avez des questions. Merci, Mme Sifflet. Vous avez très bien sorti. Vous avez appris chemin faisant. C'est aussi ça, parfois, découvrir une façon de travailler et puis s'améliorer sans pression. C'était pas. Je prends la suite du docteur Corinne Sifflet. Elle vous a, merci Corinne, d'avoir pris le temps de nous réexpliquer les différences entre les trois fonctions publiques et le suivi des salariés en droit privé. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui nous différencient. La fonction publique d'État s'est rapprochée quand même de notre façon de faire, notre méthodologie de suivi des salariés dans le droit privé pour les agents de droit public. Vous avez remarqué qu'il y a aussi des points de correspondance sur lesquels on pourrait travailler de façon à pouvoir aussi dynamiser la coopération entre le droit privé et le droit public. Ce que je vais faire, je vais vous faire plutôt ce qui nous rassemble. Un seul point qui nous rassemble. Le plus important à mes yeux, c'est toute la méthodologie de maintien en emploi par la prévention de désinsertion professionnelle. Vous avez bien vu dans les premières slides de Corinne, elle vous a redit l'obligation de prendre en charge, de prendre en compte toute la partie santé au travail, que ce soit des salariés dans le droit privé, que ce soit des agents de la fonction publique, des trois fonctions publiques. Et à ce titre-là, en plus associé à nos responsabilités morales, au-delà de la responsabilité pénale qui impacte les employeurs, qu'ils soient privés ou qu'ils soient fonctionnaires de la fonction publique, il faut absolument qu'on pense à maintenir nos ressources. Et pour ce faire, il faut s'appuyer vraiment sur une vraie stratégie de pilotage pour cela, envisager dès l'entrée dans l'entreprise ou dans la fonction publique sur les postes de nos agents. Il faut avoir déjà une idée derrière la tête de pouvoir monter nos salariés, nos travailleurs en tout cas, on va les appeler de façon plus commune, nos travailleurs en compétences, parce que demain se construit dès maintenant. Il ne faut pas attendre qu'on arrive déjà à la situation de dégradation de la santé. Il faut, dès le plus jeune âge, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il faut dès le plus jeune âge, dès l'apprentissage, dès le premier pas dans l'entreprise ou sur le poste de la fonction publique, il faut déjà avoir une idée de gestion. Ça tousse beaucoup dans la salle. Je ne sais pas si c'est le Covid ou si c'est les trombes d'eau de la pluie tropicale. Où est-ce que j'en étais? J'en ai perdu mon latin. Et tous.
dès le plus jeune âge pour l'apprentissage, et bien sûr pendant tout le cursus laboriste des travailleurs. Pourquoi ? Parce que on ne sait jamais, Martial Brun l'a rappelé tout à l'heure, dans les BTP, dès 45 ans, à partir de 45 ans, on a déjà des gens qui sont cassés. Donc il faut d'emblée penser, les aider à monter en GPEC, avoir une politique, une stratégie RH dès l'entrée en entreprise ou sur le poste de la fonction publique. Donc il faut piloter, et c'est pour cela que j'insiste lourdement sur l'aspect pilotage à partir des données, à partir d'une vraie stratégie, en s'appuyant sur une vraie méthode et surtout sur des outils innovants. La prévention des insertions professionnelles ne peut se réussir que grâce à trois j'allais dire, facteurs clés de succès. Que sont ces 3 facteurs clés de succès ? C'est d'abord le repérage précoce des situations. Repérage précoce. Et c'est dommage que nos hauts responsables de la fonction publique ne sont plus là. Dès le premier arrêt, dépassant les 4 semaines d'arrêt de maladie, dès les premiers signes d'absence répétée de courte durée, ou voire même de mélanger de courte durée et de longue durée. Pourquoi ? Parce que vous le savez, à plus de 6 mois d'arrêt de maladie, on perd une chance sur 2 de revenir sur le poste. Je dis bien sur le poste, ou en entreprise. Une chance sur 2. C'est énorme. C'est pour ça qu'on incite nos partenaires institutionnels, dont l'assurance maladie pour l'Île-de-France et la CRAMIF, auprès des CARSAT, afin de pouvoir aussi d'avoir des signalements le plus précocement possible. Plus tôt vous prenez en charge la personne, plus tôt vous l'aidez à envisager la poursuite de son projet de vie, mieux ce sera pour tout le monde. Parce que pendant des années, ça continue encore, on découvre le salarié qui revient de 6 mois d'arrêt le lundi matin, dès la première heure en visite médicale. Là, je regarde mes confrères. On n'a pas d'autre de possibilité de les mettre inaptes. Inaptes, une fois que c'est déclaré, et vous avez tout un cursus derrière, tout un process derrière pour pouvoir essayer de sauvegarder l'emploi, essayer de sauvegarder la personne. Parce que, encore une fois, derrière chaque travailleur, il y a une famille. Donc imaginez-vous vos proches, vos enfants, vos conjoints et tout ça. Donc imaginez-vous, mettez-vous à leur place. Dès le plus tôt possible, il faut repérer les situations et surtout les signaler au service de médecine du travail, médecine de prévention et de santé au travail. Deuxième facteur clé succès, c'est le travail absolument en réseau afin de pouvoir aussi embarquer tout le monde, que l'ensemble des médecins qui tournent autour du salarié, de l'ayant droit, de l'assuré social, parlent le même langage. Comment voulez-vous qu'un salarié ou qu'un agent de la fonction publique se porte quand il entend que son chirurgien qui l'a opéré lui dit « J'ai fait mon boulot, t'es réparé, vas-y, va bosser ». Le médecin traitant qui lui dit « Oh là là, il va falloir continuer à vous assurer une rééducation fonctionnelle derrière. Donc, je vous donne des médicaments pour pouvoir vous relaxer, pour dormir, pour pouvoir calmer vos douleurs, mais allez voir quand même le médecin du travail parce que c'est lui qui décide. Et le troisième médecin qui rentre en jeu va le découvrir le lundi matin en visite médicale et le médecin du travail qui est un peu mal luné ce jour-là va lui dire « Oh là 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 là, vu votre état de santé, je vais vous mettre inapte. » Ça s'appelle la danse du canard. 3 pas en avant, 2 sur le côté et 4 en arrière. Peut-être c'est la salsa, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour les salariés, ce n'est pas très confortable. Donc il faut harmoniser ce discours médical déjà. Et puis harmoniser aussi le discours tout court de tout l'entourage. Parce que vous le savez, l'entourage proche, professionnel ou privé, a un certain poids sur le maintien en emploi. Le troisième facteur clé succès, c'est aussi de pouvoir investir dans le relationnel. Avec qui ? Avec la première personne impactée, c'est le chef d'entreprise ou le dirigeant d'entreprise. Sans le onboarding de cette personne-là ou de ses représentants,
vous ne pourrez aller nulle part. Tout maintien d'emploi, toute prévention des insertions professionnelles se construit avec l'entreprise, bien sûr avec la personne porteuse de la maladie ou porteuse du handicap, mais avec l'entreprise. Tout se construit avec l'entreprise. Le point de départ, c'est ça. Donc, à partir de là, on peut tout faire. Et effectivement, il faut envisager, encore une fois, toute la culture de prévention primaire. Merci pour votre attention. Merci. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, François Dufour, je fais de la prévention depuis un peu plus de 30 ans. On parlait tout à l'heure de santé publique, santé environnementale. Je me suis occupé de risques divers et variés, avec un impact sur les travailleurs, sur le public et sur l'environnement. Donc j'ai travaillé un peu dans la chimie, dans le pharmaceutique et le nucléaire pendant 23 ans, et ça fait 7 ans que je travaille dans un service de santé au travail interentreprise. Et je vais vous parler, moi, de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Donc je sais qu'il y en a qui savent ça très bien, mais c'est important de revenir pour moi là-dessus, parce que quand j'ai fait mes études, moi, dans la prévention, je m'occupais surtout de travailler sur le non-événement. Voilà. On travaillait sur quelque chose qui n'existait pas parce qu'on ne voulait pas qu'il se produise. Donc là, on est purement dans la prévention primaire. Et cette prévention primaire, appliquée à la santé au travail, c'est prévenir, on l'a dit, de toute altération, de tout accident, de toute maladie, de toute usure, de toute douleur, de toute inaptitude, de tout handicap. Et ça nécessite de connaître les conséquences potentielles de ce qui va se passer. Alors je vais prendre quelque chose de très trivial. On parlait tout à l'heure de l'éducation au plus jeune âge. La prévention primaire pour un parent, c'est dire à son enfant qui a 2 ans de se brosser les dents. Parce que s'il ne le fait pas, puis ça ne coûte pas très cher la prévention primaire, un peu de dentifrice, une brosse à dents, derrière, s'il va chez le dentiste, ça va être des frais beaucoup plus conséquents. Prévention secondaire, on va commencer à détecter des débuts de caries, et puis prévention tertiaire, on va mettre des implants beaucoup plus tard. Donc la prévention primaire, il y a des études internationales et une étude nationale qui prouvent que la prévention primaire est rentable. La prévention tout court est rentable. C'est-à-dire que si vous investissez un peu dans quelques actions, on parlait de plan d'action tout à l'heure, au plus tôt, en amont, vous ramasserez finalement un gain supérieur à votre investissement. Ça, c'est clairement démontré par des études. La prévention secondaire, agir dès les premiers signes, dès les premiers troubles de santé. Ça nécessite de détecter. Alors détecter, ce n'est pas seulement diagnostic médical, et c'est là qu'on voit tout l'intérêt de travailler en pluridisciplinarité, c'est qu'il va y avoir des signaux envoyés aux médecins du travail pendant les visites médicales, et puis sur le terrain, les intervenants en prévention des risques professionnels, eux aussi vont faire des analyses. Ils vont repérer des choses, et ils vont repérer des dysfonctionnements, voire ça peut être pour un ergonome dans des postures, ça peut être diverses choses, observation des pratiques. On peut faire aussi de la métrologie, donc de la mesure en tant que préventeur d'ambiance physique, donc bruit, lumière, température, vibration. On peut faire des mesures d'ambiance chimique, donc mesurer des solvants, des poussières, etc. Et puis la prévention tertiaire, c'est limiter les conséquences, ce qu'on appelle la mitigation. Une fois que le mal est fait, malheureusement, on répare, mais ce n'est pas toujours possible. Quelqu'un qui se brûle ou qui se coupe, ces cellules elles vont se réparer. Par contre, les cellules auditives, elles ne se réparent pas. Donc quelqu'un qui a été exposé pendant de nombreuses années à un niveau de bruit élevé avec une destruction des cellules auditives, c'est irréversible. Voilà. Donc on ne peut pas toujours se réparer. Et la prévention tertiaire, on parlait de corriger tout à l'heure pour éviter le renouvellement, ça s'appelle le retour d'expérience, pour effectivement que d'autres salariés ou des situations, d'autres salariés ne subissent pas les mêmes dommages. Une petite anecdote, parce qu'on parlait de CFA tout à l'heure, on parlait d'éducation au plus jeune âge et de sensibilité aux conditions de travail. On disait que, d'ailleurs, les jeunes, les nouvelles générations, maintenant, vont vers des entreprises où, je dirais même au-delà des conditions de travail, on parle même de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Donc, il y a le volet humain, social, sociétal, il y a le volet environnemental qui est très cher à nos jeunes générations.
tout ce qui est climatique, etc. Et moi, j'entendais un chef d'entreprise qui disait, pour garder les jeunes, j'ai été obligé de mettre en place des actions environnementales et climatiques pour les sensibiliser, pour qu'ils restent chez moi, parce que sinon, ils allaient chez les autres. Donc, vous voyez, il y a quand même un espoir dans cette culture des jeunes. Moi, j'allais faire découper des panneaux de bois dans une entreprise, un magasin de bricolage en région parisienne. Et je voyais un jeune qui avait mis en route sa machine avec les aspirations de poussière et qui portait ses protections, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Énormément de gens encore dans les garages, dans d'autres industries, ou même pour découper du bois, pour 3 minutes, ils ne mettent pas leur protection. Et je lui dis, bah, ouais, c'est bien, mais est-ce que vous savez pourquoi, quelles sont les conséquences? Et là, il m'a expliqué l'histoire de l'irréversibilité de la destruction des cellules auditives, les conséquences des poussières de bois sur sa santé, et je me suis dit, waouh, on a vachement progressé, quoi. Il y a 20 ans en arrière, un jeune n'aurait pas expliqué ça. Donc je crois qu'il y a un véritable espoir dans l'éducation, dans la culture de prévention, aussi bien au niveau des employeurs, des salariés, et voilà, j'espère que l'avenir va être de plus en plus positif sur ça. Voilà un petit peu, bon, je sais qu'on a été un peu long et qu'il y a une pause qui attend, donc je vais pas faire plus long, mais voilà, je répondrai volontiers à vos questions. Oui, à ce stade-là, nous arrivons, vous avez été parfait. Merci, déjà, on vous salue. Merci pour ces 3 interventions, ces 4 interventions hein, de cette partie de la matinée. Effectivement, une pause s'annonce. Donc déjà, à ce stade-là, c'est vrai que les échanges seront prévus plutôt au moment des débats thématiques, donc ça sera juste après la pause. Donc c'est vrai ne nous en veuillez pas de ne pas avoir encore pris de questions avec vous, mais j'espère que cette première partie qui a servi surtout à vous éclairer sur une situation en changement, comme bien des domaines aujourd'hui, à travers les divers gouvernements, mais aussi au regard des préoccupations mondiales. La Guyane n'est pas en reste, elle est concernée aussi et très fortement par des sujets qui sont pensés d'abord par effectivement les politiques publiques, voire internationales, et arrivant jusqu'à l'entreprise, jusqu'à nos réalités quotidiennes, qu'on soit employeur ou pas. À ce stade, donc si vous avez des questions, on va peut-être prendre une intervention ou deux, sinon nous allons prendre la pause et nous retrouver dans 15 minutes. S'il y a une intervention plutôt complémentaire, les questions seront plutôt pendant les débats thématiques. Est-ce qu'il y a peut-être une intervention de professionnels notamment qui voudraient compléter tous ces points de vue techniques, experts, mais aussi admat. On a 10 minutes ? D'accord, très bien. Donc il nous reste 10 minutes encore. Ah oui, donc le timing est bien serré si on veut le tenir. La pause sera de 10 minutes. Alors on profite pour dire que pendant cette pause, vous savez qu'il y a des ateliers cet après-midi. Vous avez des personnes là, du CNPC, des hôtesses, vous pouvez vous orienter vers ces personnes pour vous inscrire aux différents thèmes de l'après-midi. Voilà, il reste encore des places. C'est une occasion de vous impliquer dans l'échange de façon plus pragmatique, plus tournée justement sur le plan d'action derrière, puisque vous pourrez initier aussi en concertation des actions à venir. Voilà. Très bien. S'il n'y a pas d'intervention, je vous propose de faire une petite pause, 10 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Il y a toujours moyen de vous rafraîchir dans le salon qui est juste avant, le balisier. Merci à vous.